Oui, donc je vais parler de l'alignement de la politique internationale européenne sur celle des États-Unis, dans le cadre évidemment des politiques de sanctions. Je pense que la situation internationale actuelle est évidemment particulièrement dangereuse, ça vous en êtes sans doute conscient, mais c'est aussi particulièrement importante dans la mesure où je pense qu'on est arrivé à un sommet. Où les choses sont en train de basculer d'une façon ou d'une autre et nous permettent de revenir en arrière sur l'historique des politiques des sanctions et d'en faire en quelque sorte le bilan bien sûr critique. Alors, bien sûr que quand on parle de sanctions, aujourd'hui tout le monde pense à la situation de la Russie, de l'Ukraine, puisque c'est évidemment à chaud ce que nous vivons, mais ce que nous vivons en ce moment, justement, permet d'avoir un regard plus, de faire un bilan d'une trentaine d'années de politique de sanctions, puisque évidemment on peut dire que les sanctions qui visent la Russie aujourd'hui sont certainement les plus poussées qu'on connaît, mais elles font suite à toutes ces sanctions qu'on a connues et qu'on connaît toujours, visant l'Iran, la Syrie, le Yémen, la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, la Biélorussie, et un certain nombre de pays qui ont été soit la cible des États-Unis en soi, soit la cible des États-Unis, et c'est là le problème, suivi par l'Union européenne, qui parfois a hésité à emboîter le pas aux États-Unis, mais qui en fait, en définitive, emboîte toujours le pas aux États-Unis, et on le voit bien aujourd'hui avec les sanctions visant la Russie, qui sont contraires aux intérêts européens, contraires aux intérêts des pays européens. Je ne parle même pas qu'ils sont contraires aux intérêts des peuples européens, ce qui apparaît évident lorsqu'on parle de la question, par exemple, du gaz. Et donc, la question, c'est de se poser, la question qu'on doit poser, c'est pourquoi est-ce que les pays de l'Union européenne suivent toujours les États-Unis ou n'osent pas s'opposer aux États-Unis, puisqu'ils sont censés être une puissance, ou être des puissances. Alors, des puissances, certes, moins puissantes que les États-Unis, mais théoriquement, quand on parle de l'Allemagne, quand on parle de la France, on a affaire à des pays qui sont dans le rang des puissances. Or, ils se comportent comme, vous me passerez l'expression, comme des larbins. Aujourd'hui, oui, enfin bon, oui, et c'est absolument étonnant quand on voit la capacité de résistance de pays très divers, hein, je veux dire Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, l'Érythrée, c'est des régimes très différents, des pays très différents, mais on voit que ce ne sont pas des pays forts, a priori, certains d'entre eux tout au moins ne le sont pas, et ils ont le courage de résister, alors que les soi-disant puissances européennes ne manifestent aucune tendance dans la durée à résister à des politiques de sanctions qui sont, et je le rappelle, contraires à leurs intérêts économiques. Ce qui entre en plus en contradiction, si on regarde par exemple la politique européenne à l'égard de la Russie, mais aussi de l'Iran, et plus lointainement d'autres pays, mais surtout ces deux pays, si on regarde par exemple la géographie, ne serait-ce que la géographie, on se rend compte évidemment que les pays européens sont plus proches des pays de l'Eurasie que de leurs soi-disant partenaires de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi donc avoir de mauvaises relations avec la Russie ou l'Iran, qui sont proches, alors qu'on doit avoir de bonnes relations avec ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique? Alors théoriquement on nous dit oui, mais ben, d'accord, parce que c'est des facteurs de civilisation. Mais moi je ne sais pas, si on regarde bien les choses, est-ce que les pays européens n'ont pas plus de liens de civilisation avec leurs partenaires de la Méditerranée, de toutes les rives de la Méditerranée, qu'avec le monde anglo-saxon? Est-ce que, par exemple, le droit islamique est un droit basé sur le droit romain, alors que le droit anglo-saxon n'a rien à voir avec le droit romain? Donc quand on dit qu'on a la même civilisation que les anglo-saxons, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons la même civilisation que les anglo-saxons, et je ne sais pas si nous n'avons pas plus de liens avec les pays méditerranéens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et avec qui nous partageons quand même une histoire depuis plus de 2000 ans, depuis l'Empire romain et depuis bien avant. Hein. Il faut quand même se rappeler que l'Empire romain, c'était pas seulement la Gaule, la Grèce ou la Bretagne, donc la Grande-Bretagne, c'était aussi l'Égypte, la Syrie, la Numidie, etc. Donc il faut aussi penser à ça quand on utilise des arguments de civilisation. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une civilisation méditerranéenne plutôt qu'une civilisation occidentale? C'est un point évidemment sur lequel au moins on devrait réfléchir et qu'on devrait poser
sur lequel on devrait poser. C'est donc dans ce contexte-là qu'on va aussi poser la question des sanctions. Alors les sanctions, on le voit, je pense que c'est inutile de le rappeler en détail, aujourd'hui ces sanctions fonctionnent déjà contre l'Europe. Que ce soit avec l'Iran, tout à l'heure on a vu Peugeot, Total, Fiat, Renault, les sanctions contre la Russie jouent encore plus et en accéléré contre les intérêts vitaux, cette fois-ci, des peuples européens. On en reparlera sans doute au cours de l'hiver. De façon beaucoup plus dramatique que nous pouvons encore en parler. Alors on nous dit oui, mais c'est pour des raisons morales, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des minorités, etc. Mais cet argument est évidemment un argument qu'on peut balayer d'un revers de main immédiatement, puisque des États qui sont censés être les alliés de l'Occident, je pense aux pétromonarchies, je pense à Israël, je pense au Turkménistan, je pense à l'Égypte, je pense à la Colombie, etc., sont à l'égard des droits de l'homme ou des droits des minorités bien pires que beaucoup des États qui sont censés être visés au nom des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des minorités, par les sanctions. Alors on parle aussi des menaces, alors on nous dit, oui, bah, par exemple l'Iran menace l'Europe, ou la Russie menace l'Europe. Mais si on regarde Israël, et le rôle qu'a joué Israël dans les dangers qui remontent en Europe systématiquement depuis sa création, on se dit que finalement, comme menace, c'est plutôt Israël qui menace la stabilité internationale plutôt que l'Iran ou la Russie. Globalement. Et on doit évidemment aussi replacer les conflits actuels dans un contexte international. Je rappellerai quand même que depuis 30 ans, la multiplication des conflits ont abouti à toutes sortes de tragédies, Yougoslavie, Irak, Yémen, Syrie et Ukraine. Alors l'Ukraine, je rappelle quand même que le conflit ne date pas de 2022, mais qu'il date de 2014. C'est un petit détail, mais que l'on a tendance à oublier, parce que c'est quand même en 2014 que les armes ont commencé à parler en Ukraine. Et qu'on n'a pas vu les pays occidentaux imaginer des politiques de sanctions contre le non-respect des accords de Minsk, par exemple. Et on peut se poser la question, qui n'a pas respecté les accords de Minsk? Je pense que la réponse est assez claire quand on pense qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Je pense que même les observateurs de l'OSCE l'ont souligné, et on peut le voir sur le site de l'OSCE qui a violé les accords de Minsk sur le terrain. Le cessez-le-feu, par exemple, avec les bulletins quotidiens de l'OSCE, on voit bien qui a violé les accords de Minsk, qui étaient de 2015. Donc il faut aussi penser à cela. Alors si on regarde maintenant, c'était très intéressant de voir justement cet aspect sur la privatisation des sanctions et la privatisation des politiques des États. Il est clair que si on regarde bien derrière la politique des États-Unis qui impose des sanctions dans le monde, c'est pas forcément la politique choisie par le peuple américain, c'est la politique qui représente les intérêts du secteur militaro-industriel, du secteur chimico-pharmaceutique, du secteur agro-industriel et du secteur énergétique américain. Ce sont donc des intérêts privés américains et même pas des intérêts nationaux américains qui imposent ces politiques de sanctions. Et donc on arrive à la question, mais pourquoi est-ce qu'en Europe, nous avons un tel suivisme à l'égard des États-Unis? Alors je pense qu'il y a différents facteurs qui reviennent dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est peut-être triste de le dire, mais avant 91, quand il y avait la guerre froide et un monde bipolaire, paradoxalement, j'aurais envie de dire, l'Europe était plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'il y avait un jeu entre deux forces et que les pays européens, en particulier les pays d'Europe occidentale, pouvaient ou devaient jouer avec cette situation qui les amenait à négocier des marges de manœuvre. Alors évidemment, on a en mémoire particulièrement, dans le cas qui nous intéresse directement, puisque nous vivons
avons ici, c'est-à-dire le cas français, il est clair que nous avions, avec toutes leurs différences, nous avons eu pendant les 30 premières années d'après-guerre, en France, deux atouts clés qui donnaient à la France son indépendance, c'est-à-dire le gaullisme et le Parti communiste français. C'était les deux éléments qui, jouant sur cette rivalité Est-Ouest, d'une certaine façon, donnaient à la France la possibilité de s'affirmer face à l'Union soviétique, mais aussi face aux États-Unis. Dans un jeu complexe, mais dans un jeu qui permettait une autonomie que la France n'avait. Aujourd'hui, puisqu'évidemment le gaullisme a disparu ou pratiquement disparu, le communisme a pratiquement disparu en France tout au moins, donc dans les deux pôles indépendants au sens où venant de la société française, quel que soit leur rapport ou leur complicité avec des pouvoirs étrangers, ont évidemment disparu. Alors, et c'est important parce qu'il faut rappeler quand même que la France est un cas spécifique, puisque, et c'est pour ça que c'est important de remonter à 1945, parce que tous les pays d'Europe occidentale, alors les pays d'Europe orientale, comme on le sait, sont tombés dans le bloc soviétique, donc c'est pas la question que je veux aborder ici, mais les pays d'Europe occidentale ont tous été des pays occupés après la guerre, sauf la France. Hein, l'Italie a été occupée, l'Allemagne de l'Ouest a été occupée, et c'est donc des gouvernements américains qui ont été fondés, qui ont créé les bureaucraties nationales qui sont au pouvoir. La France a réussi à éviter l'arme goth, entre autres à cause de l'activité du général de Gaulle, mais plus largement du mouvement de résistance, ce qui a donné à la France une certaine autonomie, qui a pu durer une trentaine d'années. Mais je dirais, mais en même temps, les Américains ont toujours joué en France sur deux aspects, c'est-à-dire sur le vieux pétainisme, ils ont récupéré les vieux pétainistes, ils ont en quelque sorte eu toujours un parti américain en France qui, disons, a repris le dessus après l'affaiblissement des deux pôles dont je parlais tout à l'heure. Pour ce qui est de l'Allemagne, le deuxième pays important sur le continent européen, il est clair que c'est une création américaine. Forcément, le pays a été occupé, créé par les États-Unis, et donc je vous conseille quand même de lire un ouvrage. Alors l'auteur, on peut le contester, mais peu importe. Vous avez un journaliste allemand qui d'ailleurs est mort dans des conditions un peu spéciales, qui s'appelle Ulf Kotte, et qui a quand même révélé à quel point le monde médiatique allemand est totalement pénétré, y compris lui-même, par des agents de la CIA. Donc lui-même, en quelque sorte, a fait son coming out en disant que de toute façon, il écrivait des journaux sur commande, des articles sur commande, et que toute la classe médiatique, entre guillemets, allemande est en fait au service de la CIA depuis 1945. Bon, alors, il est mort, mais son bouquin est toujours d'actualité. Je pense que c'est important. Le deuxième aspect des choses, c'est que si on regarde la construction de l'Union européenne, je pense que ça c'est important, si on regarde comment fonctionne l'Union européenne, en fait, si on le regarde bien, les institutions de l'Union européenne sont conçues pour être ingouvernables. C'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas gouverner, que les pays membres de l'Union européenne n'aient plus leur souveraineté, mais qu'au niveau européen, les institutions se bloquent mutuellement pour qu'aucune politique puisse être prise au niveau européen, d'autant plus facilement qu'il n'existe pas, bien sûr, de peuple européen à la base pour essayer de donner à cette Union européenne un minimum d'indépendance. Ce qui évidemment explique pourquoi, au sortir de la guerre, c'est quand même les États-Unis qui ont lancé le projet européen. Jean Monnet a été, en quelque sorte, produit par les États-Unis et non pas par les sociétés européennes. Bon, je donne Jean Monnet, mais on peut parler de Schuman, on peut parler de Hallstein. Alors Hallstein qui était le juriste d'Hitler, il faut le rappeler, avant d'être le juriste de la construction européenne. Donc toutes c'est loin des politiques de sanctions, et je pense que c'est nécessaire de le savoir, parce que si on ne sait pas ça, on ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a des sanctions ou des guerres, l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, et la plupart des pays européens, à quelques exceptions près, on l'a vu quand les États-Unis ont voulu attaquer l'Irak, il y a eu quelques résistances en France et en Allemagne, mais globalement, en général, les pays de l'Union européenne s'alignent, et donc s'alignent sur la politique américaine visant l'Iran, et s'alignent sur la politique américaine visant la Russie. Et aujourd'hui, on voit bien que, en fait, la guerre en Ukraine
c'est certes une guerre contre la Russie, enfin entre la Russie et l'OTAN, mais c'est sans doute avant tout une guerre contre l'Europe et contre les intérêts, enfin contre les intérêts des pays européens et des peuples européens. Donc évidemment, ça nous éloigne un peu des sanctions, ce que je viens de dire, mais je pense que c'est important. Et tant que les peuples européens ne regarderont pas la carte, parce que je pense qu'il faut regarder la carte, et regarder la carte, c'est prendre conscience d'abord que l'Europe, c'est une péninsule de l'Asie, et que c'est un voisin des pays méditerranéens. Ce sont ces pays qui sont censés être les partenaires privilégiés par la géographie, d'autant plus évidemment que les voies de communication modernes, avec les voies ferrées, nous mènent dans cette direction. Et donc, les projets, par exemple, ferroviaires qui doivent relier l'Asie à l'Europe par la Russie et la Biélorussie, ou par l'Iran et la Turquie, sont évidemment des perspectives d'avenir qui représentent un danger mortel pour les États-Unis. Parce que s'il y a un phénomène d'intégration économique minimum entre le Pacifique et l'Atlantique, les États-Unis deviennent une puissance périphérique. Il suffit de regarder la carte du monde. Les États-Unis, évidemment, comme toute puissance déclinante, ne peuvent pas se permettre d'accepter de devenir une puissance périphérique. Ils se battront donc jusqu'au dernier Ukrainien, jusqu'au dernier Européen, pour ne pas succomber, comme beaucoup d'autres empires ont succombé dans l'histoire. Il faut s'attendre à cela. Et donc, tant que les peuples européens n'en sont pas conscients, et c'est ça qui est étonnant dans le monde actuel, c'est si vous regardez la carte des votes à l'ONU suite aux sanctions contre la Russie, vous voyez que pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que les sanctions contre la Russie ne fonctionnent pas. Contre l'Iran, elles ont un peu fonctionné. Pas fonctionné au sens où l'Iran s'est soumis, mais l'Iran a été bloqué dans son développement. La Russie n'est pas bloquée dans son développement, au contraire, la situation économique russe actuelle est meilleure qu'elle n'était avant février. Donc, pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas? Eh bien parce qu'on a eu une grande surprise, enfin les Occidentaux et les Américains en particulier ont une grande surprise, c'est qu'à l'ONU, on le voit lors des votes sur les sanctions, eh bien, une masse de pays, c'est-à-dire 85% de l'humanité, a décidé pour la première fois de dire non. Et donc nous nous retrouvons dans une situation où il y a d'un côté 85% de l'humanité et 15%, et nous sommes malheureusement dans les 15% en Europe. Combien de temps peut-on être dans les 15%? C'est toute la question. Voilà, je termine. Non, c'est bon, je termine là-dessus. J'aurais pu en dire plus, mais on verra.